Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer. Je vais d'abord me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Serge Riffard. Je suis le vice-président en charge de l'international dans cette belle maison qui est l'université Jean Monnet. Et c'est moi qui suis chargé de faire l'ouverture aujourd'hui de ce module Jean Monnet Eumétis. Donc, chère Jacqueline, chère Aurélie, chers collègues du pôle international de formation en patrimoine et paysage culturel de l'université Jean Monnet, chers collègues de nos universités partenaires sur ce module, je m'excuse pour la prononciation des noms, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Vittorio Menetti de l'Université de Genève, Florence Revlin du Muséum national d'histoire naturelle, Itamar Even-Zohar de l'Université de Tel Aviv, Laurier Turgeon qui nous fait l'amitié d'être là dès ce matin, de l'Université Laval au Québec, et Robert Bello de l'Université technologique de Belfort-Montbéliard, si je ne me suis pas trompé. Chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, donc c'est un plaisir et un privilège d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de ce module Jean Monnet. Ici, je me sens bien, vraiment bien, entouré de mes collègues qui partagent la même vision de l'international et des relations humaines. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en cette maison de l'université au nom de notre présidente, Madame Michèle Cottier, qui est retenue par d'autres obligations aujourd'hui et vous présente ses excuses de ne pouvoir participer. Je voudrais remercier les collègues des universités partenaires déjà cités pour leur présence et pour leur contribution dans ce module. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants. Merci à Jacqueline, qui s'emploie dans un contexte plus que compliqué. Merci à Aurélie pour sa motivation constante et pour son implication sans faille. Chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, vous êtes définitivement dans de bonnes mains. Et ce module, je l'espère, vous confortera dans l'idée que vous ne vous êtes pas trompés et que nous avons ici à l'Université Jean Monnet un pôle d'excellence sur le patrimoine et un centre de ressources unique dont nous devons être fiers. Vous me pardonnerez le caractère simpliste de mon discours, n'étant pas spécialiste du patrimoine, mais je vais me risquer quelque peu grâce aux éléments fournis par Aurélie. Eumétis est la seule action Jean Monnet traitant du patrimoine européen à ce jour. Eumétis est donc une école d'hiver de 9 jours qui se tient sur nos deux campus, Saint-Étienne et le campus Le Corbusier à Firminy, autour de 4 axes forts: généalogie du patrimoine européen, élaboration juridique du patrimoine européen, pratique patrimoniale, enjeux et défis d'un patrimoine européen. Eumétis est donc un programme d'études interdisciplinaire novateur, tant par la thématique que par la pédagogie mise en place. La pédagogie, donc, s'articulera autour de cours inversés, de World Café, d'interventions sur le terrain et même d'échanges interactifs avec le reste du monde via Internet. Je ne serai pas bien plus long. L'enjeu n'est pas dans ce discours, mais dans les savoirs qui vont vous être proposés et transmis au service du patrimoine européen, composant de notre identité. Je vous souhaite un excellent module et des échanges fructueux, et je vous remercie de votre attention. Bien, alors, quelques mots rapides et je laisserai la parole à Michel Depère qui va introduire donc ce module européen. C'est ce module Jean Monnet Eumétis, qui est un des premiers modules Jean Monnet. C'était quand même un petit peu ennuyeux de s'appeler Jean Monnet et de ne pas avoir de module Jean Monnet. Est un module qui clôt un long chemin parcouru par l'équipe, la petite équipe que nous sommes, semé d'embûches, semé aussi de très belles rencontres. Serge Riffard vous a cité tous nos collègues venus de l'extérieur. C'est souvent le fruit de rencontres, de travail en confiance qui font qu'aujourd'hui ils sont là et qu'ils seront là demain. C'est aussi donc pour clore ce chemin, mais surtout pour en ouvrir un autre. Vers l'avenir, parce que je suis historienne certes, je suis patrimonialiste certes, mais je ne suis pas une antiquaire. Je regarde l'avenir et je regarde la vie qui est devant nous. Et notre intérêt, notre espoir, avec l'aide du pôle international qui a été à nos côtés constamment, Serge Riffard, je voudrais citer aussi Thomas Guillobé, et bien sûr le pivot de toutes nos actions, Aurélie Braillet, qui est juste en face de moi, sans qui nous ne serons pas là, en train de parler du patrimoine européen. Nous espérons bien
européen allait plus loin que le module Jean Monnet, c'est-à-dire ouvrir à l'intérieur du campus international de Firminy, d'ouvrir un centre de recherche qui sera lié à l'UMR 5600 bien sûr, autour de l'Europe, autour du patrimoine européen, autour de l'identité culturelle européenne, et puis bien sûr, ça je ne le verrai pas, ça sera pour mes successeurs, l'installation d'une chaire d'excellence en patrimoine européen. Voilà, Eumétis, c'est aussi le fruit de 3 réflexions, de 3 rencontres d'idées. La première, c'est lorsque nous étions dans le master patrimoine, nous avons été très souvent à Paris pour des entretiens du patrimoine, et en particulier un où nous avons entendu parler pour la première fois du label patrimoine européen par le ministre de la Culture de l'époque, Donadieu de Vabre, et où déjà toutes les questions que vous allez avoir aujourd'hui et dans les jours qui viennent sous les yeux ont été posées. Quel patrimoine, pour quels Européens, quelle identité patrimoniale, etc., etc. Et ça, c'était dans les années 2000-2005. Puis, c'est la première réflexion, et ça a commencé à trotter dans notre tête. La deuxième, c'est l'université elle-même, l'avenir de l'université elle-même. Et très vite, dans ces années 2000-2005, on s'est rendu compte, peut-être parce que pour nous, historiens, l'histoire avait fait un peu une faillite, et qu'on était passé au patrimoine, une sorte de nouveau messie, on s'est rendu compte que l'université ne pouvait française en tous les cas, ne pouvait véritablement se sauver et s'ouvrir et progresser que si elle se tournait à l'international. C'est pas qu'une vitrine, c'est beaucoup plus profond. L'international amène des rencontres interculturelles obligatoires, amène des rencontres avec l'autre, et de fait, cette ouverture, elle se fait naturellement, scientifiquement, dans les formations et autres. Ça, c'est la deuxième interrogation. Et la troisième, qui est très récente, c'est que l'Europe aujourd'hui cherche plutôt ce qui la divise que ce qui la rapproche. Et le patrimoine peut être un moyen de rapprochement. C'est une des grandes interrogations du module Jean Métis, et vous verrez que c'est pas simple du tout de dire qu'un patrimoine peut rapprocher, quel patrimoine, comment, etc. Donc ce module est destiné à vous faire participer. C'est vous qui allez être acteurs de ce module, autant que les intervenants qui vont se succéder, dans des formes d'enseignement qui bougent aussi l'université, les World Café, les débats, et pas seulement le cours magistral. Tout ça est terminé, et l'enseignement à distance. Enfin, il peut y avoir des tas de choses qui sont au cœur aussi de notre réflexion. Alors nous espérons que vous serez très réactifs, que vous pourrez participer à cette nouvelle évolution à l'intérieur de ce module Jean Monnet, et que vous ne trouverez certainement pas des réponses à toutes les questions. Il ne faut pas avoir l'outrecuidance de croire qu'on va résoudre le problème de l'identité culturelle européenne avec un module Jean Monnet, mais au moins la réflexion vous aura amené à bouger, et c'est déjà un grand avantage. Voilà, alors bon travail, et puis on aura l'occasion de se revoir dans la semaine. Je signale au passage que vous allez avoir, je ne l'ai pas, je réponds à Aurélie, vous avez sur la porte d'entrée l'affichage des différents groupes. Vous avez tous des gommettes sur vos petits badges, et ces gommettes font que vous êtes dans des groupes. Nous avons mixé les groupes pour que vous puissiez justement, ça favorise le débat et la rencontre de l'autre, et ces groupes sont tous liés à des thématiques qu'on arrivera à vous distribuer via Internet dans la journée, et ces thématiques, vous allez travailler par groupe sur des thématiques. Il y a une dizaine de thématiques. C'est très important pour justement les World Café, et surtout à la fin, c'est vous qui, pendant chaque groupe, pendant 5 minutes, va présenter les résultats des débats, contradictoires ou pas, et du fruit de vos réflexions. Donc c'est quelque chose de très très important. Vous regardez dans quel groupe vous êtes avec les gommettes, vous vous regrouperez au moment des World Café ou autres, ou pour, surtout en dehors même du module lui-même, c'est-à-dire de pouvoir discuter ensemble, parce que c'est ça aussi l'enrichissement. Et ensuite, à la fin, la dernière journée, vous participerez, autant que les intervenants, sinon plus, à présenter votre réflexion. Voilà. Alors, la parole est à Michel Debord. Vous voulez que je fasse laisser le micro avant?
Eh bien, il est tout à fait difficile pour moi de commencer cette session du module EBETIS. C'est en effet une lourde tâche que d'avoir à introduire un sujet aussi ample et aussi sujet à polémique. Alors, nous allons commencer par un événement qui est arrivé. C'est bon ? Oui, c'est bon. Par un événement qui est arrivé cet été. Il s'agit de la question qui s'est posée lors de la succession de la baronne Rothschild. À sa mort, il y a eu ouverture d'héritage, évidemment, et 2 tableaux se sont présentés à ce moment-là. C'étaient 2 Rembrandt, les époux Soulmans, qui ont été peints en 1634. Ce sont 2 très grands chefs-d'œuvre de la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Seulement voilà, le ministère de la Culture en France ne les avait pas déclarés trésors nationaux. Et au moment de cette ouverture d'héritage, eh bien, il a été question de les vendre et de séparer ce couple, car il y avait 2 tableaux en vis-à-vis. On a alors imaginé quelque chose de tout à fait original. On a dit, ben voilà, nous avons ici possibilité peut-être de concevoir un patrimoine européen. Les époux Soulmans pourraient être considérés comme les symboles d'une coopération entre États, la France, premier plan, et puis les Pays-Bas, anciennement les Provinces-Unies, les Pays-Bas, puisqu'ils sont à l'origine, à la source de ces 2 tableaux. Alors finalement, il y a eu de gros débats juridiques, je passe, ça n'a aucun intérêt pour nous, vous en parlerez peut-être la semaine prochaine, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a, pour la première fois, d'une manière très officielle, envisagé entre 2 États l'acquisition de 2 tableaux, c'est ce qui vient d'être fait, ces 2 tableaux étant considérés comme les symboles d'un patrimoine artistique européen. Donc, eh bien, ils vont faire des périodes au musée du Louvre et puis une autre période au Rijksmuseum d'Amsterdam. C'est le premier et le seul cas de ce type. Cela nous amène donc à cette question fatidique. Peut-on parler d'un patrimoine européen ? Ou alors n'est-ce qu'une espèce de réminiscence d'un ethnocentrisme européen tel que notre vieux continent en a connu beaucoup depuis les grandes découvertes à la fin du XVe, au début du XVIe siècle. On va essayer, pour introduire ce module, d'envisager 3 thèmes importants. Le premier portera sur existe-t-il, oui ou non, un patrimoine européen. On lancera la question, tout au moins. Le deuxième thème, lui, sera sur une question peut-être un petit peu plus difficile. Ne sommes-nous pas ici dans la reconstitution d'une espèce de discours rétrospectif, d'une illusion d'unité? Et puis, à la suite de cela, nous déboucherons sur la question fondamentale qui va guider, qui va être l'axe directeur de tout ce module, c'est le problème délicat de l'identité soulevée, posée plus ou moins clairement par ce patrimoine européen. Diapositive. Donc là, il s'agit... Le patrimoine européen existe-t-il ? Alors, le patrimoine européen existe-t-il ? Je pense qu'il
il faut partir de faits très simples et il faut partir d'éléments tangibles pour commencer cette réflexion. Rien ne vaut ce que l'on pourrait appeler les vertus de l'étonnement, c'est-à-dire devant un fait de se dire « Oh tiens, je n'envisageais pas les choses comme cela, tiens, cela est surprenant ». Et de fait, nous pouvons être questionnés par un sondage Ipsos qui a été fait par le ministère de la Culture français en 2007 et qui pose justement la question « Peut-on parler d'un patrimoine culturel européen ?» Alors, vous avez ici les résultats. Ils sont, je crois, tout à fait intéressants à étudier très rapidement. J'en ai fait une rapide synthèse, évidemment, parce que les réponses sont bien plus nombreuses que cela. 49% des Européens pensent que l'on peut parler d'un patrimoine culturel européen. 49%. C'est-à-dire pas la moitié des Européens. Déjà, ça nous interroge sur la conscience que ces populations pourraient avoir d'un tel patrimoine. Et puis, il y a une deuxième surprise, c'est lorsque l'on regarde les pourcentages par pays. Le pays qui considère le moins qu'il y a un patrimoine européen, c'est la France. 58% des Français pensent qu'il y a un patrimoine français, mais qu'il n'y a pas de patrimoine européen. Viennent ensuite les Allemands. 54% des Allemands ne postulent pas non plus de paysage culturel. C'est-à-dire que les deux piliers de la fondation de l'Europe, au point de vue politique, depuis 1945, ces deux piliers nationaux n'imaginent pas, malgré leur histoire déjà commune depuis bien longtemps, n'imaginent pas un patrimoine européen. Ceux qui seraient les plus portés à convenir qu'il y ait un patrimoine européen, ce sont les Italiens. 48%. C'est tout à fait intéressant quand on sait que l'Italie a connu une unité très longue à se mettre en place et que peut-être cela lui a donné, par sa fragmentation, une plus grande conscience d'appartenir à des ensembles, à un ensemble culturel plus vaste, quand on sait qu'il y a eu dans le nord de l'Italie des Autrichiens, des Français, et que sais-je encore. Donc, il y a peut-être ici un élément qui motive ce pourcentage plus élevé. Donc ça, c'est le premier étonnement. Et puis, il y a un deuxième étonnement. C'est quand nous regardons ce que l'on conçoit comme patrimoine, eh bien, ce que les peuples eux-mêmes mettent à l'intérieur de ce mot. Car c'est bien gentil de parler de patrimoine européen, encore faut-il le définir. Et là, eh bien, les distorsions sont tout aussi grandes. Les Français mettent en majorité comme patrimoine des éléments architecturaux et monumentaux. Pour eux, c'est avant tout le monument historique qui est un patrimoine. Ce n'est guère surprenant vu qu'effectivement, nous avons commencé l'histoire du patrimoine au début du XIXe siècle avec une commission des monuments historiques. Il y a là une tradition finalement, peut-être de l'État français et aussi de la population française en général, par le biais de l'enseignement notamment. Les Allemands, eux, au contraire, ne mettent pas les monuments historiques au premier plan. Ce qu'ils mettent en premier lieu, ce sont les éléments liés à l'histoire et aux traditions. C'est là aussi très interrogatif parce que l'histoire a probablement plus que d'autres pays traumatisé ce pays
et les différentes ruptures, les difficultés à avoir une unité entre le 19e et le 20e siècle sont peut-être à l'origine de cette suprématie accordée à l'histoire par rapport aux monuments comme en France. Et puis tout à l'heure nous parlions des Italiens, eh bien eux envisagent le patrimoine d'abord sous la forme des arts, de la peinture, de la musique. C'est le fruit de cette culture italienne qui s'est constituée depuis la fin de l'époque médiévale. Donc voilà, nous avons déjà des questions qui se posent ici en termes quantitatifs et qui peuvent donner lieu à quelques petites interprétations, mais ces chiffres ne résolvent rien. Ils ne sont que des indices pour envisager des mises en problème, des problématiques. La deuxième série d'étonnements, cette fois-ci ce n'est plus quantitatif, mais je dirais plutôt qualitatif, c'est quand nous regardons l'Europe, qu'est-ce que c'est? Géographiquement, c'est la diversité la plus extrême. Depuis la Sicile jusqu'au Cap Nord, depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural, c'est par définition une petite partie de l'Eurasie, un Finistère, mais d'une diversité extraordinaire. Donc déjà, le patrimoine est-il porté par un ensemble géographique commun? Je ne veux pas faire du déterminisme, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut à un moment donné poser. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est que géopolitiquement, c'est une mosaïque. Il n'y a pas, malgré la petitesse de ce Finistère, d'unité véritable. Tout à l'heure, Jacqueline Baillon a très justement dit que c'était une unité qui était en train, finalement, peut-être de se défaire, mais en définitive, est-ce que ce n'est pas le retour à une extrême diversité politique, fruit d'une histoire très bouleversée et très violente? Donc nous avons ici, avec cette série d'étonnements, vous voyez des grands thèmes qui émergent. Revendication patrimoniale nationale. Alors, comment maintenant essayer d'envisager, pour comprendre ce scepticisme des Européens, d'essayer d'envisager les difficultés qui ont pu se poser à la constitution d'un patrimoine européen. Je crois que l'un des premiers thèmes qui doit nous venir à l'esprit, c'est la mise en place, au cours du XIXe siècle, d'une conception nationale, et je dirais même nationaliste, du patrimoine. À l'origine, nous sommes dans la revendication nationaliste. Alors, j'ai pris ici un exemple, je n'ai pas pris un cas français, j'aurais pu, mais j'ai pris un cas allemand parce que finalement, il est l'un des plus, j'allais dire splendides, l'un des plus caractéristiques. C'est un préhistorien qui s'appelle Cossina et qui, durant tout le XIXe siècle, enfin, à partir de 1858, il est né en 1858 et mort en 1931, a essayé de montrer l'excellence de la nation allemande en étudiant la préhistoire et en particulier l'archéologie des vases ayant une forme particulière qu'on appelle cordée. Laissons tomber, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Ce qui est ici intéressant, c'est que pour lui, en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il nous explique que l'archéologie est une science éminemment nationale, après la défaite de 1918. 1918, fin de Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que le patrimoine sert de justification, de légitimation à des revendications nationales, à des revendications culturelles, voire à des revendications raciales.
puisque en établissant cette pseudo-supériorité, on exclut de ce patrimoine des catégories qui, aux yeux des experts en question, ne sont pas dignes d'appartenir à cet ensemble. Par exemple, on exclut les juifs. On exclut les éléments qui, d'un point de vue culturel, ne sont pas dignes d'appartenir à la culture, c'est-à-dire à ce patrimoine défini par ces spécialistes, je mets toujours des guillemets pour ça, à ces spécialistes allemands. Alors, ces revendications, je crois, ont jeté le trouble, ont jeté peut-être même le discrédit sur une bonne partie des patrimoines et de la possible existence d'un patrimoine européen. La question est d'autant plus complexe qu'elle est superposée, elle se superpose à un autre problème, c'est que ces revendications politiques et idéologiques ont amené à envisager une dimension monolithique de l'Europe, et par là même une espèce de nappe culturelle et patrimoniale d'une seule pièce. Je poursuis l'exemple allemand parce que je crois qu'il est le plus évocateur. Nous avons, dès le début du XIXe siècle, un philosophe allemand très célèbre qui s'appelle Hegel. Hegel, à la suite... ne vous inquiétez pas, c'est mon téléphone. À la suite d'un philosophe allemand qui s'appelle Fichte, Hegel explique qu'il y a une Europe germanique qui serait née de la période carolingienne. Et à partir de là, toute l'Europe aurait été marquée par cette culture germanique. Et l'on sait comment, au cours du XIXe et du XXe siècle, on a cessé d'envisager à travers ce prisme le patrimoine. Je prendrai un exemple. C'est un reliquat de cela, et c'est toujours aujourd'hui le cas. Des savants allemands, français, essayent de trouver une cohérence linguistique. Ils essayent de voir une parenté entre les langues. Entre les langues européennes, s'entend. Et ces spécialistes, notamment un qui s'appelle Bopp, postulent ce qu'ils appellent l'existence de la famille des langues indo-européennes. Indo-européennes, le mot européen apparaît, mais il apparaît en français. En allemand, c'est Indo-Germanische Sprachen, c'est-à-dire langue indo-germanique. Nous sommes bel et bien encore dans cette conception d'une filiation idéologique extrêmement poussée qui, en 1945, amène quand même à des questions extrêmement lourdes. Y a-t-il véritablement, après ces désillusions, après ces espèces de mythologie patrimoniale mise en place par ces scientifiques et ces experts, y a-t-il encore la possibilité de construire un patrimoine européen? En 1945, c'est la question. Alors, est-ce qu'elle se pose véritablement? On en reparlera, mais c'est au moins une question qui peut être posée en 1945 après tout cela. Donc, pour en revenir à nos étonnements initiaux, après tout ce que je viens de vous dire, est-ce que l'on est véritablement surpris que les populations européennes puissent se replier sur des conceptions nationales? Elles sont marquées par une histoire qui leur est propre, par un enseignement, et elles sont finalement peut-être repoussées par des expériences antérieures qui n'ont pas été toujours des plus profitables et, dans certains cas, qui ont même pu déboucher
sur le crime. Donc, je pense qu'il y a des ambiguïtés dans cette question du patrimoine européen et des ambiguïtés posées par l'histoire. Alors maintenant, intéressons-nous, deuxième partie, intéressons-nous maintenant à ce que j'ai appelé les illusions d'un discours rétrospectif. Après tout, il n'y a peut-être pas de patrimoine européen. Les populations ont peut-être totalement raison. Il n'y a peut-être qu'une juxtaposition de patrimoines nationaux. Nous savons très bien comment il y a des effets d'échelle. Dans certains pays, le patrimoine local est plus intéressant que le patrimoine national. Nous avons aux portes de la France un pays qui s'appelle l'Espagne où le patrimoine, par exemple, catalan est avant tout le patrimoine qui l'emporte. Et quand on va visiter les musées catalans, ils ont tout inventé. Bon. Donc, nous avons ici une question à nous poser. N'y a-t-il pas eu un discours rétrospectif qui aurait peut-être construit cet objet qu'on appelle le patrimoine européen? J'ai regardé quelques auteurs qui ont pu travailler sur ces sujets. Alors, il y a un très grand spécialiste qui a évoqué, qui a travaillé sur ces problèmes, qui s'appelle Ernst Robert Curtius, qui dit qu'il y a en Europe une unité spirituelle. Il parle d'une unité spirituelle. Il ne se mouille pas en disant spirituelle. Bon. Paul Valéry, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20, parle d'un esprit européen. C'est pas bien plus clair. Unité, d'accord. Esprit européen, bien. Finalement, vous voyez que ces grands intellectuels sont très indécis eux-mêmes sur l'existence d'un ensemble et d'un patrimoine, disons au moins culturel, s'il n'est artistique et autres. Finalement, je retiens une phrase d'un philosophe qui s'appelle Nietzsche, qui a peut-être la clé de l'énigme, puisqu'il nous dit que, finalement, on ne peut donner définition que pour les organismes qui n'ont pas d'histoire. Et de fait, c'est peut-être bien là le problème. C'est que si nous partions de rien, nous pourrions définir non seulement l'Europe, mais aussi un patrimoine européen. Il se construirait finalement progressivement. Or ici, nous ne pouvons pas donner de définition, nous ne pouvons pas donner de limites, parce que l'histoire a été un facteur de fragmentation, de division, d'opposition, qui nous présente quelque chose aujourd'hui de diffracté, et qui n'a absolument aucune cohésion. Alors, premier point, discontinuité. Nous avons d'abord, ce qui m'a plus frappé ici, en étudiant, des discontinuités dans cette histoire du patrimoine européen. La première discontinuité est de nature géopolitique. Je l'ai un tout petit peu entrevue tout à l'heure, mais sans vraiment m'y attarder, et je crois qu'elle est quand même essentielle. Discontinuité géopolitique, je veux dire par là que pour qu'il y ait un patrimoine commun, il faut qu'il y ait une communauté qui se reconnaisse et qui se revendique de ce patrimoine en question. Et là, la question est lourde de sens. Je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons absolument aucun exemple d'unité antérieure. Oh, on va me dire, il y a l'Empire de Charlemagne. Oui, d'accord, mais bon, c'est vieux. Et ça ne recouvrait pas toute l'Europe en plus. Il y a l'Empire romain, mais il ne recouvrait pas non plus toute l'Europe.
Donc, la discontinuité ici me semble quand même poser cruellement la question de la communauté sur laquelle pourrait reposer ce patrimoine européen postulé. La deuxième discontinuité est de nature chronologique. Au XIe siècle, on a commencé à découper les périodes, à découper l'histoire en séquences, à distinguer une histoire ancienne, etc., médiévale, on ne disait pas médiévale, mais des temps intermédiaires. On a séquencé. Et du coup, on a brisé la continuité. On a brisé cette espèce de flux chronologique qui aurait pu donner au moins une continuité, même s'il n'y avait une continuité diachronique, chronologique, même s'il n'y avait plus d'unité géopolitique. C'est ainsi qu'on a distingué, par exemple, le patrimoine issu de la Grèce, le patrimoine issu de Rome, le patrimoine issu de l'époque médiévale, etc., etc. Et la conséquence de cette démarche, c'est que nous sommes devant du disparate. Nous sommes devant une espèce d'immense bric-à-brac, fruit de toutes ces discontinuités. Tout à l'heure, j'évoquais Paul Valéry, il disait que l'histoire de l'Europe était une collection de chroniques. Ben oui, nous en avons ici le résultat, nous en avons le fruit. Et je crois que, finalement, il y a eu des interruptions dans ces continuités qui nous ont fait oublier, nous ont fait omettre, nous ont fait disparaître des éléments patrimoniaux et qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la sensation d'appartenir à des ensembles communs. Plus personne ne se revendique d'un patrimoine romain, encore moins d'un patrimoine carolingien. Bon. Il y a eu des séquençages qui ont brisé cela. Et c'est particulièrement propre à l'Europe. Si je fais une petite comparaison avec deux autres civilisations, la civilisation chinoise, elle est séquencée, elle également. Elle est séquencée en dynastie. Mais malgré quelques ruptures, genre mongol ou mandchou, peu ou prou, il y a une assez grande continuité. Et même si il y a pu y avoir des divisions terribles au sein de l'espace politique et culturel chinois, malgré tout, nous pouvons repérer une continuité qui permet aujourd'hui de parler d'un patrimoine culturel chinois. Pour le cas du Japon, là, la continuité est complètement fausse, mais elle est revendiquée et on imagine même qu'elle remonte à Amaterasu et à la divinité. C'est-à-dire qu'on est encore dans cette cohérence, même si nous savons aussi, en tant qu'historiens, qu'elle est le fruit d'une construction et d'une illusion absolument totale. Donc, le cas européen, à mon avis, est beaucoup plus complexe parce qu'il est fragmenté par ces discontinuités de nature géopolitique et de nature diachronique qui font que nous sommes devant un ensemble qui ne présente guère d'homogénéité entre les châteaux forts et puis de l'autre côté les cathédrales et puis les paysages environnementaux et puis les immeubles de la modernité et puis les usines, etc., etc. Ce sont là des éléments d'une sorte de kaléidoscope
et où chacun peut trouver ce qu'il souhaite, mais où le groupe n'a guère de chance de trouver une légitimation ou, pour le moins, un support à sa communauté. Je pense aussi qu'il y a à côté de ces discontinuités des obstacles graves qui se sont posés au cours des temps. Alors, sinon, j'avais déjà mis celle de la discontinuité. Voilà. Des obstacles, disais-je, oui. Alors, parmi ces obstacles, il y en a un qui me semble tout à fait intéressant à prendre en compte. C'est que nos Européens connaissent-ils le patrimoine des autres? En préparant cette conférence, j'ai été très frappé de voir que finalement, les grands intellectuels des périodes antérieures, on va dire jusqu'aux années 1950, se sont finalement très peu promenés. Certes, Stendhal, certes, Théophile Gautier, Goethe se sont promenés et ont connu, par exemple, l'Italie. Goethe part en 1787 et revient en 1788. Il est parti en Italie, il fait la Sicile, Naples, il remonte, Rome, Milan, et puis il rentre chez lui. Il a au moins vu l'Italie. Mais des poètes français comme Baudelaire, comme Verlaine, n'ont jamais vu le patrimoine européen. Et on pourrait ainsi démultiplier les exemples. La plupart de ces hommes ne connaissent pas le patrimoine des autres. Ou alors ils le connaissent par des intermédiaires. Par exemple, les gravures. Nous savons que Marcel Proust, dans La recherche du temps perdu, contemple des gravures. Il n'y a pas d'autre solution. C'est des gravures qui représentent les tableaux ou les statues de je ne sais quel peintre ou sculpteur. Mais il n'est pas allé sur place. C'est-à-dire qu'il manque une mémoire commune. Il manque une mémoire commune à cet ensemble que l'on appelle l'Europe. Et j'en veux pour preuve que cette mémoire commune a commencé à se constituer un tout petit peu avec l'apparition de la photographie. La photographie a commencé à permettre une multiplication de la connaissance à travers non seulement l'Europe, mais aussi le monde. Et on a pu ainsi voir des photos de tel ou tel monument ou de telle ou telle œuvre d'art. Et ainsi a constitué ce que Malraux appelait un musée imaginaire. Il n'y a pas de musée imaginaire européen véritablement avant. Sauf chez des élites, mais encore une fois, elles sont très limitées. Alors, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que jusqu'à la Réforme, jusqu'au XVIe siècle, il y avait une homogénéité culturelle. Il y avait une foi commune, le catholicisme, et les hommes d'Église, ce qu'on appellerait aujourd'hui les intellectuels aussi, se promenaient à travers toute l'Europe. C'était la fameuse peregrinatio eruditorum, c'est-à-dire le voyage des érudits. Et cela était très important, parce que ça permettait de tisser un minimum de liens et de créer des réseaux. Alors, ça ne concernait qu'un petit nombre d'individus, ça concernait essentiellement des hommes d'église, des moines qui allaient de monastère en monastère, etc. Mais il y avait quand même des échanges. Or, la réforme du XVIe siècle, la réforme protestante, a brisé ce qu'on a appelé la tunique du Christ, a rompu la tunique du Christ, c'est-à-dire qu'il n'y a plus eu d'unité. Et on a assisté à un repli. Les cathos d'un côté, les protestants de l'autre. Erasme, le grand philosophe et érudit de Rotterdam, va
en Angleterre, où son ami Thomas More l'invite. Il va en Italie pour aller voir son imprimeur Aldo Manucci, mais il ne va pas trop dans les pays qui sont de plus en plus marqués par la réforme, lui-même n'étant pas favorable à la réforme. Et on a ainsi des intellectuels qui, à la suite de cette rupture, se coupent du reste, qui se coupent de ce qui n'est pas la foi que l'on a, qui se coupe de l'autre. C'est un autre obstacle. Et cet obstacle a été démultiplié par les guerres, puisque cette Europe n'a eu de cesse d'être divisée. Celui que l'on connaît, c'est celui qui est en face. On connaît le patrimoine du vainqueur ou du vaincu de la dernière guerre à laquelle on a participé. Lorsque les Allemands détruisent volontairement la cathédrale de Reims, ils ne le font pas d'une manière insensée, comme ça, en tapant dessus, sans savoir ce qu'ils font. Ils le font parce qu'ils savent qu'ils sont en train d'attaquer le patrimoine, non pas européen, ils s'en foutent complètement du patrimoine européen, ils sont en train d'attaquer le patrimoine français. Reims, c'est la cathédrale des rois de France, etc., etc., etc. Donc, on connaît le patrimoine de celui qui est en face, de l'ennemi qui est en face. Alors, il y a peut-être un petit espoir. Depuis 1945, l'Europe connaît la paix. C'est la plus longue période de paix de toute l'histoire de l'Europe. Et s'il n'y a pas eu de guerre, cela a pu favoriser quelque chose d'autre et qui peut-être va faire émerger une mémoire nouvelle. C'est le tourisme. Qu'est-ce que le tourisme? C'est ni plus ni moins que l'invasion pacifique. C'est le même principe, mais cette fois-ci, on va chez l'autre, non plus avec des armes, mais avec des maillots de bain, c'est tout. Donc, nous nous trouvons ici devant peut-être une possibilité, encore que je me fasse des illusions peut-être sur les masses de touristes qui déferlent sur l'Europe, mais quand même, je crois que on ne rétablit pas la peregrinatio eruditorum, loin de là. La guerre a disparu et elle ne permet plus finalement de rencontrer en opposition le patrimoine de l'autre. Le tourisme permet d'entrer en contact avec des connaissances, des savoirs, des patrimoines différents, et ainsi de faire naître une mémoire commune du patrimoine. C'est là la grande question. Pour qu'il y ait patrimoine européen, il faut qu'il y ait mémoire commune. Or, il n'y a jamais eu véritablement de mémoire commune. Donc, nous nous trouvons... Ça va être la diapo suivante, c'est vrai. Alors, oui, c'est ça. Nous nous trouvons du même coup devant une très grande diversité. Et j'aimerais insister sur cette diversité. Parce que, à la fois, elle est un handicap pour construire un patrimoine commun, et en même temps, elle est le résultat d'une diversité extraordinaire et d'une richesse qui peut-être n'a pas beaucoup d'équivalent. Je crois que cette Europe, avec toute cette diversité, a aussi quelque chose de tout à fait caractéristique, c'est qu'elle est porteuse d'oppositions qui font naître des formes nouvelles. Vous avez là au tableau deux peintures qui, je trouve, sont caractéristiques de deux manières de voir la peinture et l'homme. Et à partir de là se pose la question de la possibilité de mettre ces deux tableaux dans un patrimoine commun. Vous avez un autoportrait de Rembrandt. Non, c'est pas la même chose. Ah, c'est... Là, c'est René Descartes. C'est René Descartes, voilà, excusez-moi. C'est Franz Hals, oui, qui nous peint ici un Descartes avec toute sa force. Il n'est pas très beau, mais peu importe. Franz Hals ne cherche pas à faire beau, il cherche à rendre une âme,
à individualiser, ce qui est une grande caractéristique de la culture européenne. Et c'est là, c'est dans ces pays protestants en particulier, je pense plus particulièrement aux Pays-Bas, anciennement Provinces-Unies, mais on pourrait également le trouver en Allemagne, avec Holbein par exemple, et d'autres, c'est là où la figure de l'individu commence à naître. Et puis de l'autre côté, nous avons le Narcisse de Caravage, et qui est une peinture finalement dans toute la grande tradition, je dirais, depuis la Renaissance, où on reprend toujours les mêmes thèmes, et où on essaye de se rattacher à une mythologie, ici Narcisse s'admirant dans l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de véritablement nouveau. On redit des thèmes plus ou moins éculés et plus ou moins chantés par les poètes et autres. Mais de l'association des deux naît quelque chose d'extraordinaire. Les peintres du nord de l'Europe, qu'ils s'appellent Rubens, qu'ils s'appellent Van Dyck, qu'ils s'appellent Vermeer, vont en Italie et ils apprennent des techniques, fruit de toute une transmission, c'est la continuité dont je parlais tout à l'heure, à travers les siècles depuis le Quattrocento. Et puis de l'autre côté, eh bien, les peintres italiens commencent eux aussi à s'accoutumer à des problématiques nouvelles. Alors, ce n'est pas encore la période où cette peinture italienne est éclipsée par non, mais quand même, il y a désormais quelque chose qui lui fait pendant. Et on pourrait prendre le même cas pour la musique. Au grand choral des cantors allemands, comme Bach au XVIIIe siècle, s'opposent les polyphonies des Vivaldi, Palestrina et autres. Et ce ne sont pas les mêmes, puisque l'influence culturelle et religieuse n'est pas la même. Et pourtant, ils s'imitent. Bach connaît très bien Vivaldi, et il écrit des concerti à l'italienne. Et Vivaldi et d'autres connaissent très bien les grands maîtres allemands. Et il naît de là des formes nouvelles. Il y a une véritable hybridation qui apparaît à ce moment-là. Voilà. Alors, nous allons clore sur ce thème de l'illusion rétrospective. Je pense que, oui, nous n'avons pas véritablement de continuité territoriale. Oui, nous avons des discontinuités d'un point de vue thématique. Le patrimoine, les patrimoines sont séparés entre pays, entre périodes. Et tout cela ne nous donne pas l'impression de quelque chose d'homogène. Mais il y a quelque chose qui apparaît. C'est l'énergie, le dynamisme créatif de cette culture et de ces patrimoines. En définitive, si nous regardons aujourd'hui nos palais de justice, dans à peu près toute l'Europe, ils se ressemblent. Que prennent-ils comme modèle ? Ils prennent très souvent le temple grec. La colonne, le péristyle, qui semble résumer l'ordre, la justice. Ça ne veut pas dire qu'on reprend des formes d'une manière, je dirais, inconsciente. Pas du tout. Nous ne sommes pas dans la reprise incessante de la forme primitive, dans une espèce de duplication à l'infini, en imaginant qu'on ne puisse pas faire autre chose. Pas du tout. Nous sommes dans l'hybridation, on reprend des éléments, on les transforme et on arrive ainsi à créer quelque chose d'autre. Cela nous amène à la question délicate, comme je le disais tout à l'heure, de l'identité. L'identité, je rappelle que ça vient d'un mot latin qui veut dire le même, idem. Idem, c'est de la même racine que identité. Mon identité, c'est ce qui se ramène à moi-même.
Alors cette question de l'identité, je ne vais pas m'amuser à faire ici une réflexion sur ce sujet, ce n'est pas mon sujet et j'en suis pas spécialiste, mais elle est au cœur de notre module, il faut quand même que nous y réfléchissions un minimum. Il y a deux manières d'envisager cette question de l'identité. Il y a deux pôles, dirais-je. Le premier consiste à dire que finalement, il y a des éléments qui me composent en tant qu'individu ou en tant que groupe, collectivité, des éléments qui me composent et qui me distinguent de l'autre et par là même qui rejettent l'autre. Il y a moi et l'autre. L'autre n'étant pas moi-même, ne me renvoyant pas au même. C'est une conception qui est un petit peu réductrice. Je dirais que c'est un peu une conception fermée. Et puis, il y a une deuxième conception qui finalement est tout aussi extrême, qui est de considérer que justement, la question de l'identité a pour défaut, je dirais même peut-être méfait, de rejeter l'autre et qu'en m'affirmant comme étant moi-même, eh bien, je rejette l'autre. Mais du même coup, est-ce que j'existe encore? Si je ne me définis pas par rapport à l'autre, suis-je encore moi-même? Alors, ce petit préambule m'amène à essayer maintenant d'appliquer ces éléments rapides à la question du patrimoine européen, des patrimoines européens, comme on vient de le dire. Donc, la diapositive. Nécessité d'interrogation. Alors, il y a un philosophe français qui s'appelle Jean-François Mattei qui a beaucoup étudié la question de l'identité à propos de l'Europe. Il a écrit même un ouvrage assez important sur cette question. La conception de Jean-François Mattei est que la première attitude, le repli sur soi-même, en imaginant que de toute façon l'autre ne peut être qu'une menace d'une certaine manière, cette attitude est mortifère. Incontestablement, c'est elle qui nous a conduits aux abus et aux crimes que l'on a perpétrés au cours du XIXe et au XXe siècle au nom d'une vision culturelle, voire au nom d'une race. Eh bien, l'autre question, et l'autre versant est tout aussi mortifère. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a dès lors plus de possibilité d'exister, puisque je ne me définis plus, puisque je n'ai plus de limite pour essayer de me distinguer de celui qui est à côté ou en face de moi. Jean-François Mattei nous explique... C'est la citation. Non. Jean-François Mattei nous explique que, en fait, l'identité, à ses yeux, c'est une dynamique. Et je crois que le mot est important à garder en mémoire. C'est une dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui, d'une part, se construit, et d'autre part, donne de la force. Dunamos, en grec, c'est la force. Et ça me semble un thème tout à fait essentiel. Mais il ne faut pas en rester là. Il nous dit qu'en fait, cette dynamique est censée agréger toute une série de singularités, dans un champ symbolique. C'est-à-dire que, certes, il y a des éléments qui me composent, certes, il y a des caractéristiques, mais je suis en harmonie ou en disharmonie avec d'autres singularités, je me définis ainsi, et je prends ma place dans un ensemble symbolique. Oui, le patrimoine, c'est du symbole, nous en reparlerons cet après-midi. Le patrimoine, ce n'est pas simplement quelque chose qui est là parce que c'est beau, parce que c'est bien, ou je ne sais quoi. C'est d'avant tout un symbole dans lequel la communauté se reconnaît.
Et je puis me reconnaître dans un symbole sans forcément exclure l'autre. Ce qui m'amène à une deuxième réflexion, et qui cette fois-ci est nourrie par une psychanalyste qui a travaillé sur cette question, qui est Julia Kristeva. Julia Kristeva, sur la question de l'identité et de la culture et du patrimoine européen, est très optimiste. Elle dit qu'il y a un nous qui est en train de se créer. Alors pourquoi y a-t-il un nous ? D'abord parce qu'elle postule l'idée selon laquelle l'idée d'identité est typiquement européenne. Pour elle, la quête de l'identité a traversé toute l'histoire de l'Europe et a eu des conséquences dans le monde entier. Elle s'est répandue, cette quête de l'identité, dans le monde entier. Mais l'Europe serait, si vous voulez, une espèce de paradigme, de modèle, dans la recherche de cette identité. Mais cette identité n'est pas simplement une recherche en permanence dans une espèce d'introspection que je qualifierais presque de solipsiste et d'égocentrique. Ce n'est pas simplement ça. Elle a une caractéristique. Et vous allez voir que ça va nous donner un minimum de cohésion à tous ces patrimoines qu'on a essayé de définir préalablement. Elle nous dit que c'est une inquiétude questionnante. Une inquiétude questionnante. La culture européenne, les patrimoines européens ne sont pas une affirmation de certitude. Ils ont pu l'être, on l'a vu, mais cela a débouché sur le pire. Mais depuis les origines, nous avons une critique permanente qui se porte sur ce que nous sommes. Une inquiétude, qui suis-je, questionnante, c'est-à-dire soumettant en permanence ce que je suis, ce que je fais, ce que je produis à ma critique. Et je crois que c'est ici un très bon outil, dirais-je, pour essayer d'interroger ce patrimoine européen que nous avons à aborder. Reste une question. On a essayé de voir que ces patrimoines n'étaient pas reconnus de tous, qu'ils avaient pu être manipulés, mais qu'en définitive, ils étaient aussi le signe de quelque chose de très important, caractéristique de notre monde, à savoir la critique et la question. Mais je vous ferai remarquer que je n'ai pas véritablement posé la question de l'Europe, c'est-à-dire du champ géographique. Alors, je suis parti d'un personnage très curieux qui est mort en 1936, qui s'appelle Oswald Spengler, qui est un réactionnaire notoire, mais qui n'est pas un nazi, mais qui a eu, à travers toute l'Europe, dans l'entre-guerre et surtout après 1945, un de ces effets interrogatifs dont on n'a pas beaucoup d'exemples. Il a questionné l'Europe, la civilisation européenne. Et il nous dit quelque chose de tout à fait essentiel. Il nous dit que si nous envisageons l'Europe, eh bien, d'un point de vue géographique, d'un point de vue spatial même, comme diraient les géographes, eh bien, nous répondons à ce qu'il appelle une suggestion de la carte. C'est parce que nous sommes conditionnés par les géographes, c'est parce que nous sommes conditionnés par des catégories de la géographie que nous envisageons des ensembles continentaux de ce type. Mais après tout, nous dit-il,
il n'y a pas véritablement d'ensemble géographique délimité. On revient tout à l'heure à ce que Nietzsche nous disait. Là où il y a histoire, il n'y a pas possibilité de donner définition. Ben oui. Et Paul Valéry, en 1924, à peu près donc à la même époque, avait essayé de répondre à cette interrogation. Parce qu'après 1919, les Européens se questionnent beaucoup. Alors, Spengler avait dit il y a un Orient et un Occident. Ce n'est pas très précis. Je remarquais d'ailleurs qu'il parle d'Orient et d'Occident, il ne parle pas de Nord et de Sud. Visiblement, ça n'existe pas. Il y a un Orient et un Occident. Mais laissons tomber sa classification, elle ne me semble pas pertinente pour nous. En revanche, Paul Valéry a une analyse beaucoup plus fine dans Variété, créée en 1924, et qui, je crois, nous donne quelques clés. Il nous dit « Je peux considérer comme étant territoire entre guillemets européen tout espace marqué par 3 influences. » Il dit 3, moi j'en rajouterai une 4e. Il dit 3. Je ne les prendrai pas par ordre chronologique, je les prends dans l'ordre où Valéry les prend. Il dit d'abord, il faut qu'il y ait l'influence de Rome, c'est-à-dire la dimension spatiale de l'occupation romaine, l'imperium romanum, autour de la Méditerranée essentiellement. Et avec cet imperium romanum, le droit, la loi, le ius romanum. Et puis, deuxième influence, il faut, nous dit-il, qu'il y ait eu la couche du christianisme. Ce christianisme qui, d'après lui, a apporté des valeurs, qui a apporté des principes. Et puis, troisième couche, et vous remarquerez que nous ne sommes pas, encore une fois, dans la chronologie, la couche grecque. Il faut qu'il y ait eu la philosophie et la géométrie. Car cet élément grec a profondément conditionné la manière de penser. Donc, Valéry nous dit, ben voilà, un territoire qui a eu ces 3 couches successives peut se revendiquer d'une européanité. Il n'utilise pas le terme, c'est moi qui l'utilise. Peut se revendiquer d'une européanité. Il va d'ailleurs même très loin, puisqu'il nous dit, après tout, Alexandrie est européenne. Alors moi je rajouterai une 4e strate. Je rajouterai une 4e strate. Nous sommes dans cette Europe, dans un monde de la rupture, je vous l'ai montré un petit peu rapidement, dans un monde de la discontinuité. Et nous avons connu des modernités successives. Nous avons connu la modernité de la Renaissance. Mais nous avons connu une série de modernités extrêmement prégnantes, extrêmement fortes, à partir de l'ère des Lumières, qui se propage dans la période qui suit. Et je crois que cette ère des Lumières, quand même, est la récapitulation des 3 strates précédentes. Cette ère des Lumières demande effectivement l'application du droit, il n'y a qu'à lire Rousseau. Elle demande des valeurs, c'est ce qui donnera lieu à la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et elle exige la raison, elle exige des principes rationnels et structurants, et là, nous sommes dans tout l'esprit critique des grands philosophes, à commencer par peut-être l'un des plus grands de tous, qui n'est pas français, mais allemand, qui est Kant. C'est-à-dire que nous retrouvons là les éléments, le terreau, pourrais-je dire, de cette inquiétude questionnante dont parlait Julia Kristeva. Si nous essayons de réfléchir à cela,
à ce moment-là, la question du territoire ne se pose plus véritablement. Ce sont des influences, ce sont des strates qui comptent. Et réfléchissez, volubilis, timgad, ces produits de la civilisation romaine sont au-delà de la Méditerranée. Sainte-Sophie, fruit de l'architecture byzantine, est à la charnière du monde dit asiatique et du monde dit européen. Et puis même, on peut se poser la question des États-Unis. Alors les États-Unis n'ont pas été directement marqués par les Romains et les Grecs, je le conçois, mais ils ont bel et bien connu ces influences-là. Et quant au christianisme, ô combien il peut être considéré comme extrêmement vivace et extrêmement structurant dans ce pays. Le patrimoine américain pourrait-il, d'une certaine manière, être considéré comme un fils d'un patrimoine européen? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Il y a une indégénéité d'un patrimoine européen, si on veut, mais il y a aussi des patrimoines européens en dehors de l'Europe. Et je crois que, si je reprenais la phrase de Valéry, nous avons une usine intellectuelle en Europe qui est extraordinaire. Nous prenons et nous recevons, nous brassons et nous hybridons. Nous arrivons ainsi à la fin de cette réflexion. Je voudrais terminer d'abord par une espèce de petit constat. Des patrimoines européens, certes, chaque pays a ses patrimoines, n'en parlons plus. Un patrimoine européen, c'est une question qu'on posera à nouveau cet après-midi. Il y a certainement ici une réflexion sur une possible construction, voire peut-être une déconstruction de discours antérieurs qui aujourd'hui ne sont plus opérationnels. C'est à voir. Et puis, je veux terminer par le nom du module métis. Métis. En grec, c'est la prudence. Cette déesse est la fille de Thétis et d'Océan. Je trouve tout à fait révélateur que derrière ce mot métis, où la raison et la prudence sont à l'action, il y a aussi une idée d'ouverture. La tradition, la mythologie, dit que toutes les eaux douces, pas les eaux marines, curieusement, toutes les eaux douces qui partent d'océan reviennent à l'océan. Et peut-être devons-nous ici voir dans cette Europe une fille, Europe étant elle-même un personnage de la mythologie grecque, peut-être devons-nous voir dans cette Europe un fruit de cette métisse qui a puisé à travers le monde, qui renvoie au monde et qui ainsi fait apparaître une manière de voir le monde qui c'est peut-être le seul patrimoine européen, mais c'est un patrimoine extrêmement lourd, extrêmement essentiel. C'est cette capacité à interroger et à critiquer et à ne pas admettre naturellement ce que l'on souhaite imposer aux autres. Je vous remercie de votre attention.